Vous savez, j'ai toujours pensé que le cinéma était le reflet de son époque. Chaque film s'inscrit dans une réalité et en dit beaucoup sur ce que traverse un peuple à un moment précis. Prenez le cinéma chinois contemporain par exemple. Il est aussi beau, désabusé et déprimé que la vie en Chine est difficile. Une pluie sans fin nous présente une vie industrielle faite de métal, de caste hiérarchique et de morts sordides. An Elephant Sitting Still nous montre plusieurs générations de Chinois qui ont perdu le sens de la vie et qui déambulent sans but, se raccrochant à l'unique joie de leur vie, le fait qu'un éléphant reste assis toute la journée dans une ville lointaine. Enfin, dans So Long My Son, on montre des drames familiaux liés à la politique de l'enfant unique. Ces trois films nous montrent des réalités différentes qui en disent long sur la vie en Chine aujourd'hui. Vous vous demandez sans doute ce que ça a à voir avec la choucroute. Vous pensiez avoir lancé une vidéo sur le cinéma soviétique et je vous parle de films chinois. Eh bien, c'est parce que dès qu'on se penche un petit peu sur la période soviétique, on se rend compte que par le prisme du cinéma, on peut très vite se rendre compte des évolutions qui a eu lieu dans le pays, de la révolution russe de 1917 jusqu'à la perestroïka des années 1980. Eh bien, ensemble, on va revenir sur le cinéma à cette époque, et même si vous n'êtes pas familier avec tous les termes dont je viens de parler, tout va être clair parce qu'on va pouvoir comprendre quelques évolutions par le prisme du cinéma. Au début du XXe siècle, la Russie était toujours dirigée par les tsars. Nicolas II était alors à la tête de ce pays et il est resté à la postérité comme un homme insensible qui freinait les révoltes dans le sang. Une première insurrection eut lieu en 1905 suite à l'échec de son armée lors de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Mais c'est en 1917 que la principale révolution eut lieu, alors que le pays, engagé dans la Première Guerre mondiale, vivait une famine accentuée par un hiver très rude. Nous pourrions parler plusieurs heures seulement de l'installation du régime après la révolution d'octobre, mais on est là pour parler de cinéma. Donc sachez seulement que Lénine, en 1917, arrive à installer un régime soviétique. Lors des premières années du régime, certains réalisateurs ont vu en cette nouvelle ère, en Russie, en URSS, un terrain de jeu avec énormément de liberté pour créer. Et c'est vrai. Au début, il n'y avait aucune contrainte pour ces réalisateurs. L'État était bien trop occupé à s'occuper des opposants du régime, qui étaient nostalgiques de l'époque tsariste, pour en avoir quelque chose à faire de ce que faisait le cinéma. Le jeune réalisateur, Lev Kuleshov, se saisit de cet instant de liberté totale pour créer et mettre en action ses théories. En effet, il est persuadé que le réalisateur est une sorte de peintre qui doit prendre des petits bouts de roche et les assembler grâce à la magie du montage. Il pense son cinéma grâce au dynamisme du montage. Cela nous semble peut-être anodin, mais à l'époque c'était novateur. On va retenir cet homme comme le créateur de l'effet Kuleshov. Il lui faudra 3 ans d'atelier de 1920 à 1923 pour expérimenter ses théories avec ses élèves avant de proposer un film. Ce film, c'est les aventures extraordinaires de Mr. Wetz au pays des soviétiques. Une comédie où un naïf capitaliste va se faire avoir lors de son voyage en URSS. Évidemment, les gags de ce film fonctionnent grâce à un montage dynamique et visuel. Comme je vous l'ai dit, Kuleshov pensait réellement que cette nouvelle ère qui débutait dans son pays était celle d'une liberté de création totale. Il va pousser à fond cela avec son film suivant, Le Rayon de la Mort, un film futuriste où, un scientifique a créé un rayon de la mort capable d'annihiler toute vie. Tout l'enjeu sera que cette invention ne tombe pas dans les mains des méchants capitalistes et serve plutôt les ouvriers prolétaires. Bon, avec ce film, Kuleshov commence à voir certaines critiques poindre le bout de leur nez. Mais pour lui, ce n'était pas important en plaire ou déplaire. Pour lui, il fallait créer, occuper cet espace de liberté. Quand je vous dis que la liberté était grande, c'est qu'elle était vraiment grande. Sinon, comment expliquer l'existence de Aelita, un film où un soldat de l'armée rouge tue sa femme pour ensuite importer la révolution sur Mars.
Et dans le même temps, des réalisateurs commencent à se saisir de ce média pour éduquer les masses et encenser la révolution et le système soviétique. C'est le cas de Eisenstein qui réalise ce qui est sûrement le film le plus connu de cette époque, le cuirassé Potemkin. Relatant une insurrection ayant eu lieu lors de la révolte de 1905, ce film a marqué les esprits pour ses images fortes avec son montage brillant. Le message n'est pas très subtil et le lien entre 1905 et 1917 se fait automatiquement dans nos têtes quand on voit le film. On voit que s'il y a des personnages, le personnage principal ici c'est devenu la masse. En lien avec l'idéologie soviétique, l'individu n'est plus important, c'est la masse qui prévaut. L'individu doit se fondre dedans. Évidemment, c'est un film de propagande commandé par l'État soviétique. Mais pourtant, Eisenstein a une énorme liberté pour faire ce film. L'État n'intervient pas du tout dans la réalisation de ce film. Hélas, les libertés dont jouissent les réalisateurs au début de ce régime commencent petit à petit à être cadenassées. En 1927, on commande un nouveau film à Eisenstein, Octobre, qui traite cette fois, assez logiquement, de la révolution d'octobre 1917. Eisenstein va fort dans le symbolisme pour marquer les esprits. La figure de Lénine y est mythifiée et il y a une volonté de remplacer la réalité par la fiction. Pourtant, on demande à Eisenstein d'amender son film pour plus de clarté. C'est la première fois que l'État agit sur un film. Et ce n'est que le début. Un an après se tient la première conférence du parti sur les affaires cinématographiques. Un réalisateur prolétaire, Ermler, critique le cinéma trop esthétisé de Kuleshov ou de Eisenstein. Ermler pense que le cinéma doit être proche du peuple, fait par le peuple, pour le peuple et sans fioriture. Bref, c'est le début du genre qui va par la suite régenter le pays, le réalisme socialiste qui est censé représenter la réalité du peuple soviétique à l'époque. Le cinéma va être de plus en plus contrôlé par l'État. Des scripts à la production, en passant par la réalisation, tout devient contrôlé par le comité ministériel en charge du cinéma, le Goskino. Dans les années 1930, c'est un certain Boris Choumiaski qui est à la tête de ce comité. C'est un administratif qui n'a aucune notion de cinéma, mais qui est bien décidé de mettre au pas le cinéma et les réalisateurs. Pour cela, il a décidé de mettre à genoux deux réalisateurs au caractère un petit peu trop personnel. Je vous le donne en mille, ce sont les deux réalisateurs dont je vous ai déjà parlé, Kuleshov et Eisenstein. Le hasard fait définitivement bien les choses, hein. Au final, Kuleshov, qui a peur pour sa vie, renonce à toutes ses théories sur le montage pour finir sa carrière en faisant des films de commande. Eisenstein, lui, après avoir tenté d'imposer une fois de plus sa patte dans des films de commande, comprend que sa film est en danger lorsque les techniciens de ses films sont arrêtés. Il écrit directement à Staline pour proposer ses services pour mettre en scène une figure politique historique de premier plan. C'est grâce à cette lettre que sa vie est sauve et qu'il réalisera les derniers films de sa carrière, Ivan le Terrible. Mécontent du résultat, Staline interdira la sortie de la deuxième partie de ce récit fleuve et interdira le tournage de la troisième partie. Jusqu'à sa mort en 1954, Staline va imposer un contrôle très rude sur le cinéma. Cette époque est nommée le Époque Malokartima, soit l'époque du manque de films. Après sa mort, on va connaître un certain relâchement, mais le cinéma va quand même rester sous contrôle du comité, faut pas déconner. Wow, l'État n'interdisait pas vraiment aux réalisateurs gênants de tourner, mais il leur mettait des sérieux bâtons dans les roues. On leur enlève des scripts au dernier moment, on les empêchait de tourner, on coupait dans les films, et on les cantonnait à des genres qui étaient considérés comme moindres, dans lesquels on ne pouvait pas donner des discours qui ne convenaient pas à l'État. Les films jeunesse, les films historiques et les films de SF. C'est vrai qu'on ne peut absolument pas faire de messages via la SF, hein. Et quand on ne plaît pas au comité, qu'on est un réalisateur un petit peu trop personnel, et qu'on veut continuer à faire du cinéma quand même, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est de composer avec le comité et de trouver des compromis. De ce point de vue-là, il faut que je vous présente une figure fascinante du cinéma russe, Kira Muratova. Cette réalisatrice a un cinéma qui ne pouvait pas convenir à l'État soviétique. Prenez son premier film, Brève rencontre, qui date de 1967. Ce film nous conte l'histoire d'une femme responsable du logement d'une petite ville qui se rend compte qu'elle a le même amant qu'une femme de ménage. Par ce film, Muratova veut nous montrer la vraie vie du peuple russe à l'époque. Tout y est triste et déprimant.
De plus, elle déconstruit la chronologie du récit pour y insérer des flashbacks et casser la linéarité. Le décor de son film est très chargé, puisqu'elle arrivait sur le plateau avec beaucoup d'objets, trouvés un petit peu partout pour leur créer une utilité dans le récit et les insérer dans son film. Enfin, elle multiplie le nombre de points de vue sans jamais donner de morale, puisque ce sera au public de réfléchir à tout ce qu'il a vu. Tout cela déplaît fortement à l'État. On aimait la linéarité, on aimait les décors épurés, et on aimait que la morale du film soit limpide, car le cinéma devait servir avant tout à éduquer le public. Et bien entendu, le cinéma ne devait pas donner une trop mauvaise image du peuple russe. Lorsque Godard faisait un film dépressif, cela semblait normal aux yeux des soviétiques. La France était capitaliste, mais il était inconcevable que le peuple soit déprimé puisque le communisme lui avait apporté la paix. Son film est bien trop éloigné du réalisme socialiste prôné par l'État, et pourtant Kira Muratova va persister dans cette voie-là. Quand on lui donne des scripts qui conviennent au comité, elle va commencer à les abîmer, à mélanger la chronologie, jusqu'à avoir le film qu'elle aime bien. Quand on lui donne un film historique à tourner, vous savez, l'un de ces genres moindres selon le comité, eh bien, elle fait jouer les acteurs et les actrices en costume contemporain. C'est avec Parmi les pierres grises, en 1983, que l'État perd vraiment patience avec elle. Elle a été trop loin et il n'y a plus de compromis possible entre eux. Lorsque un membre du comité vient pendant une session de sonorisation, elle lui dit « La sonorisation est un plaisir, pas votre présence. Veuillez sortir !» Vous imaginez combien on ne peut pas dire des choses comme ça à une personne du comité. Ce dernier reprend le contrôle sur le film. Ils mettent une autre personne en charge du montage final, et pour être sûr que Muratova ne puisse pas réagir, ils lavent les pellicules des rushs non utilisés. Elle les supplie de lui laisser finir son film, même s'il ne doit pas ressortir, mais rien n'y fait. Elle va alors essayer le tout pour le tout, les menacer de ne pas vouloir que son nom apparaisse au générique de son film qu'elle ne contrôle plus. L'État déteste les scandales, et elle pense alors qu'ils la laisseront finir le film. Mais rien n'y fait. Ils acceptent, et c'est un faux nom de réalisateur qui est crédité dans ce film. Le plus paradoxal dans tout ça, c'est que le résultat final ressemble quand même beaucoup à un Muratova. Comme vous voyez, trouver des compromis avec le comité, c'est pas simple et souvent c'est pas tenable. Il y a donc une deuxième solution pour continuer à faire du cinéma. Et pour vous en parler, je dois vous présenter la dernière grande figure de cette vidéo. Je vous demande d'accueillir comme il se doit ce grand réalisateur adulé des cinéphiles pédants, Andrei Tarkovsky. Ne vous y trompez pas, j'aime beaucoup certains de ses films. Vous vous rappelez quand je vous disais que les réalisateurs qui ne plaisaient pas au régime étaient relégués aux films historiques et aux films de SF? Eh bien, sur les 5 films que Tarkovsky a réalisés en URSS, 2 sont des films historiques et 2 sont des films de SF. Il faut dire que le cinéma porté par notre cher Andrei est vraiment très éloigné des canons du réalisme socialiste. Fils d'un poète et d'une correctrice, il a baigné dans la culture depuis son plus jeune âge. Au lieu de suivre le modèle du réalisme socialiste, où il fallait mettre en valeur le modèle politique et les autorités soviétiques, Tarkovsky préfère ainsi s'adresser à l'émotion et à la sensibilité du public. Selon lui, l'art est un métalangage par lequel les hommes essaient de communiquer entre eux, de se connaître et d'assimiler les expériences des uns et des autres. Il refuse ainsi de commiter ses films pour laisser au spectateur le soin de créer lui-même du sens, même si c'est pas toujours facile de trouver du sens à un film de Tarkovsky. Autant vous dire que le comité qui pense qu'un film doit avoir une morale claire pour éduquer le peuple ne goûte pas trop à cette vision du cinéma, Si on rajoute à cela une dimension très religieuse dans ces films, où le dilemme entre la foi ou la croyance est souvent mis en avant, comme dans Solaris ou Andrei Roublev, on comprend que très rapidement, les relations entre l'État et les réalisateurs étaient tendues. Dans son malheur, Tarkovsky a pu bénéficier d'une reconnaissance internationale dès son premier film, L'enfance d'Ivan, qui reçoit le Lion d'Or du Festival de Venise. Pourtant, le comité fait tout pour limiter les films du réalisateur. Considéré trop religieux, son Andrei Roublev est interdit de diffusion pendant 3 ans, avant de sortir ronqué de 25 minutes. Quant à Solaris, le comité le censure et lui permet de sortir qu'en coupant une bonne demi-heure, le film passant de 3h20 à 2h50. Mais entre nous, le film, il est bien assez long comme ça. Pourtant, Tarkovsky n'accepte aucun compromis qui pourrait lui faciliter la tâche. Il explique, et là je cite, « La vie est trop courte pour ramper devant d'impitoyables gredins ». Mais pourtant, cette lutte entre le comité et le réalisateur l'épuise. En 1978, il est victime d'un infarctus, et en 1982, il fuit le pays pour l'Italie,
ce pays qui l'a récompensé pour son premier film. La même année, il écrit une lettre pour expliquer son geste à l'État. Je suis fatigué. Fatigué de persécution, de votre haine, méchanceté, de misère, de l'absence systématique de travail à laquelle vous me condamnez perpétuellement. En Europe occidentale, il y terminera sa vie et réalisera ses 2 derniers films, Nostalgia et Le Sacrifice. Des films pour le moins radicaux, cryptiques et mystiques. Le Sacrifice sera perçu comme son testament, car il décédera très peu de temps après d'un cancer des poumons qui le rongeait déjà pendant qu'il tournait ce film. Et voilà. C'est ça la deuxième solution, quand on veut pousser jusqu'au bout son cinéma. Fuir le pays. Andrei Tarkovsky mourra en France en 1986, loin de son pays natal. Pourtant, un an avant sa mort, débuta en URSS ce qu'on nomme la perestroïka. En effet, Mikhail Gorbatchev, en devenant président de l'URSS, sent que le modèle économique et social de son pays ne peut plus tenir longtemps, et il va donc lancer de grandes réformes visant à ouvrir le pays au reste du monde. Un nouveau vent de liberté souffle alors sur le pays alors que la censure est très grandement diminuée. Pour beaucoup, la perestroïka va accélérer le processus de destruction de l'URSS qui disparaît définitivement en 1991. Cependant, les artistes profitent de ce renouveau social et culturel pour créer de nouveau en toute liberté. C'est le cas de Kira Muratova qui en profite pour réaliser l'un de ses plus fameux films, Le Syndrome asthénique, qui sort en 1989. Muratova a d'ailleurs tellement peur que cette porte de liberté se referme aussi vite qu'elle s'est ouverte, qu'elle va mettre tout ce qu'elle n'a pas pu mettre jusque-là dans son film, de peur de ne plus pouvoir en refaire après. Le résultat est tellement extrême que ce film est paradoxalement le seul de cette époque qui a du mal à obtenir un visa de diffusion. Après la fin de l'URSS, Kira Muratova continuera à réaliser des films jusqu'en 2012 tout en refusant catégoriquement de se faire récupérer par qui que ce soit, par ceux qui veulent en faire un modèle de résistance à l'URSS, ou même par les féministes. Elle ne voulait pas devenir un symbole, et ne voulait que faire des films qui représentent ce qu'elle constatait au quotidien. Elle ne voulait pas qu'on parle d'elle comme d'une femme qui réalisait des films, elle voulait juste qu'on parle de ses films. Elle avait des mots très justes lorsqu'elle disait « Avant, on me disait que tout ce que je faisais était mal. Maintenant, que tout ce que je fais est génial. Ça me fait plaisir, mais je n'y crois pas plus. » Comme je vous le disais, le cinéma est le reflet de son époque. En se penchant sur le cinéma russe de 1917 jusqu'au milieu des années 80, on se rend compte des évolutions qu'ont traversé le pays pendant toute cette époque. Du vent de liberté de la révolution de 1917, en 10 ans, on passe petit à petit à un régime de plus en plus totalitaire qui censure et cadenasse la culture et les informations. À la mort de Staline, le régime s'assouplit un petit peu tout en restant très dur. Puis, à partir de 1985, jusqu'à la disparition de l'État 6 ans après, on connaît un relâchement et une nouvelle époque de grande liberté. En regardant le cinéma, c'est un petit peu notre propre histoire que nous pouvons entrevoir. À bientôt.